J'espère, oui, j'imagine que les moyens optimums j'imagine, parce que vous avez vu que la France était complètement sous le choc. On a vu ce matin le témoignage du papa de Nicolas Molinari. On pense évidemment à son épouse, elle a toute notre compassion. Je pense que la France s'est vraiment réveillée en deuil. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut se demander comment est-ce qu'on en est arrivé là. Comment est-ce que ça a été possible en 2024 d'avoir une telle tentative d'évasion qui en fait était... ils sont venus pour tuer. Vous avez vu qu'ils avaient des armes de guerre alors que les agents pénitentiaires n'avaient évidemment que des armes de poing. Il faut se poser la question. Alors ça veut dire quoi pour être concret? Ça veut dire que, est-ce que par exemple, la visio doit être plus systématique selon vous, puisqu'en fait ce monsieur Amra sortait du tribunal pour se rendre à la maison d'arrêt où il était après une audition? Il faut se poser la question, effectivement, parce que ces transferts, on sait bien que le danger il est à ce moment-là, mais il faut aussi se poser la question des conditions de détention. Quand vous voyez qu'en 2021, à la prison de la Santé, il y avait à peu près un téléphone portable pour un détenu, alors que c'est évidemment formellement interdit. C'est un fléau, le téléphone portable. Parce que le lien avec quoi? L'organisation de la tentative d'évasion? Probablement. A priori, quand même, ils ne sont pas pointés comme ça à ce péage sans rien. Mais même, vous savez que les trafiquants continuent à organiser leur trafic depuis l'intérieur de la prison. Les radicalisés continuent à se radicaliser et continuent à prêcher leurs paroles. Donc il y a une vraie question. Peut-être que le renseignement pénitentiaire pourrait être renforcé. Non, je parlais de vidéo, ça veut dire le lien... Oui, ça j'ai bien compris. Pour le juge, vous voulez dire pour l'audition? Oui, non, mais en amont, il faut aussi se poser la question de comment est-ce qu'on en est arrivé là. Si vous voulez, ça ne s'est pas organisé, ça n'est pas venu de nulle part. Donc il faut renforcer évidemment les moyens balistiques, les gilets pare-balles, peut-être les armes. Et puis il faut se poser la question, moi j'ai sur ma circonscription une prison et un centre pénitentiaire d'insertion et de probation, mais je suis atterrée, si vous voulez, de voir les conditions dans lesquelles ces agents pénitentiaires travaillent. Mais c'est la catastrophe. Je ne comprends pas que notre ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, puisse pavaner tous les mardis à l'Assemblée nationale en sachant qu'il les laisse dans un désespoir absolument terrible et en insécurité. Parce que dans les prisons, il y a une surpopulation carcérale, mais il y a des sous-effectifs évidemment de nos agents pénitentiaires. Madame Lavalette, vous souhaitez que Marine Le Pen débatte avec Emmanuel Macron? Ça fait longtemps qu'on demande qu'elle débatte. Par contre, je suis pas sûr que le timing soit. Alors pourquoi est-ce que c'est pas le bon avant les européennes? Parce que ce serait prendre un risque? Non, ça serait. Non, pas du tout. On a toujours été pour le débat, mais déjà, vous savez que c'est venu un peu d'un ragot. Enfin, je veux dire, on ne sait même pas d'où ça vient. Ça a été rapporté par l'entourage du président de la République. L'Élysée n'a jamais contacté Marine Le Pen. Je vous le dis ce matin, donc peut-être qu'ils vont le faire. Néanmoins, ça pose une vraie question parce qu'il y a déjà le Premier ministre qui va débattre avec Jordan Bardella la semaine prochaine. Ils viennent tous un peu au secours de leur très mauvaise candidate qui est Valérie Ayé. Je vais vous dire, ça pose une vraie question, Monsieur Boursier. En principe, le président de la République, il est quand même un peu au-dessus de la mêlée. Je veux dire, il n'est pas exactement, il n'a pas les mêmes prérogatives, heureusement, que son Premier ministre ou qu'une tête de liste. Nous, on dit simplement, s'il veut débattre avec Marine Le Pen, s'il met tout son poids présidentiel dans la campagne, il faut qu'il en tire les conséquences. Et que si sa liste n'arrive pas en première position, il lui laisse 3 outils que lui donne la Constitution, que sont la dissolution, la démission ou le référendum. Ça ne peut pas être sans conséquence. Ça, c'est votre volonté absolue, parce que vous faites de cette élection européenne une élection nationale bis. Elle l'est un peu, vous savez, je veux dire... Non, elle l'est pas du tout, mais vous en faites une élection intermédiaire. Vous savez bien que tout ce qui se décide à l'Europe a des impacts, évidemment, sur la politique nationale. On ne vote pas pour un scrutin, c'est pas un scrutin national. Non, mais ça a des répercussions très fortes, évidemment, sur la politique migratoire, sur la politique énergétique, sur le libre-échange. Donc, simplement, ce que je veux vous dire, c'est que si le président de la République arrive dans ce débat et met tout son poids, il faut qu'il y ait des conséquences. On ne peut pas faire ça impunément. Souvenez-vous le général de Gaulle qui avait mis son poids dans un référendum, il a dû démissionner. Est-ce que Emmanuel Macron aura l'étoffe de Gaulle? Je n'en sais rien. Néanmoins, ça ne peut pas se faire comme ça à la légère. Donc ça doit se faire après les élections européennes? Alors, nous, on pense que le bon timing, ce serait en septembre, pour pouvoir tirer toutes les conséquences de ces élections européennes. Vous savez, Monsieur Boursier, la liste qui va arriver en tête, c'est la liste qui probablement sera l'alternance à Emmanuel Macron. C'est la liste, et c'est pour ça que nous nous préparons à gouverner ce pays, que nous travaillons très fort, parce que le bilan d'Emmanuel Macron étant catastrophique, encore une fois, tant en matière migratoire, industrielle, en matière hospitalière, qu'il va falloir se relever les manches. Donc cette liste-là, qui arrivera en tête, c'est pour ça que je dis aux Français l'importance d'aller évidemment voter pour, sanctionner Emmanuel Macron et son bilan. Voilà. Madame Lavalette, les Français, on pourra se faire une opinion le 21, puisqu'il y aura un grand débat sur LCI, animé par David Pujadas, l'ensemble des candidats, dont le vôtre sera présent à ce débat. Un dernier mot, s'il vous plaît, plus personnel. L'ancien maire de Toulon, Hubert Falco, a été condamné en appel. Il se pourvoit en cassation, mais il risque une peine d'inéligibilité de 5 années. Donc si on fait les maths, ça va très vite, ça concerne les prochaines municipales. Est-ce que ça veut dire que ça vous libère une place, vous? Vous êtes ça libère une place, évidemment, à quelqu'un. Moi, vous savez, je suis très concentrée sur mon débat, sur mon mandat de député. Non, mais vous prenez sans cesse la franchise, donc soyons francs. C'est trop tôt, Monsieur Boursier. Non, mais c'est trop tôt. Ce qui est sûr, c'est que la mairie de Toulon, ça vous tenterait?
Écoutez, pour l'instant, je n'y suis pas. Pour l'instant, c'est dans 2 ans. Je sais que vous n'y êtes pas, mais est-ce que ça vous pour ferait l'instant, je envie? n'y suis pas, même à y réfléchir, à y aller. Pour l'instant, voilà, je suis très au fait de mon mandat que je découvre. Hein, ça va fêter, on va fêter nos 2 ans. Dites pas non. Je Faites dis une pas vraie non. réponse de politique là, en l'occurrence. Non, mais j'aurai toute ma part évidemment dans la reconstruction de cette ville. Je pense que là, il y a de l'apaisement qu'il faut trouver parce que ça n'a pas été une période difficile. Hubert Falco, vous savez, pendant 22 ans a été maire. Il a beaucoup fait aussi pour la ville. Donc il y a un certain traumatisme. Donc vous en avez envie, mais vous ne pouvez pas le dire ce matin. Bon, écoutez, on en reparlera. C'est encore beaucoup trop tôt, Monsieur Boursier. Merci beaucoup Laure Lavalette d'avoir été avec nous ce matin en direct sur LCI. La situation en Nouvelle-Calédonie maintenant, nous allons retrouver nos équipes sur place évidemment. La toute dernière information, c'est Gérald Darmanin qui la donne il y a quelques instants. Le ministre de l'Intérieur a fait le point sur les renforts envoyés sur place d'ici à demain. Le temps évidemment de faire le trajet. Il y a eu plus de 206 interpellations. Le calme n'est pas rétabli partout. Des centaines de policiers et gendarmes arrivent à Nouméa. On passe de 1700 policiers et gendarmes, ce qui était déjà beaucoup, à 2700 policiers et gendarmes d'ici demain soir. Donc le calme va être rétabli. Le calme sera rétabli, c'est ce que souhaite le ministre de l'Intérieur. Pour l'instant, évidemment, ça n'est pas le cas et le bilan est dramatique. 4 morts, 3 civils, 1 gendarme. Ça, c'est le bilan des personnes qui ont été abattues au cours de ces violences. On ne parle même pas des blessés. Alexandra, le bilan des blessés, il est très important. Oui, il y a de nombreux blessés, dont 64 policiers et gendarmes, selon les autorités. Alors, la nuit, semble-t-il, a été un peu plus calme, nous dit-on, que les nuits précédentes. Néanmoins, rendez-vous compte, d'après le Haut-Commissariat, on considère qu'il y avait environ 5000 émeutiers hors Nouméa et 3 à 4000 dans Nouméa au cours de la dernière nuit. Il y a encore eu plus de 70 interpellations, ce qui porte au total, depuis le début de ces violences, le nombre d'interpellations à 206. Et puis on sait les dégâts considérables qui ont eu lieu avec des dizaines de bâtiments publics, de commerces, de maisons qui ont été pillés et incendiés. Nous sommes en direct avec la maire de Nouméa. Bonjour Sonia Lagarde, merci d'être avec nous ce matin sur LCI. Premièrement, quel est l'état de la situation chez vous et comment se sont passées ces dernières heures? Alors, on est dans une situation insurrectionnelle. Vous l'avez rappelé à juste titre qu'on a il y a 5000 émeutiers environ dans la ville, dont 3 à 4000 sur la seule commune de Nouméa. On assiste à une situation qui est absolument d'une violence inouïe, absolument dramatique. Je vous disais, totalement insurrectionnelle. Les supermarchés sont brûlés, les concessionnaires automobiles sont brûlés, des commerces, des gens sont extraits de leur maison pour ensuite brûler les maisons. Le monde économique est extrêmement touché. Je ne vous parle pas des biens publics parce que nous avons aujourd'hui nos ateliers municipaux qui ont été saccagés, brûlés, les voitures de la mairie. Des écoles sont brûlées, des collèges. On est en train de mettre la ville et aussi l'agglo, chez mes collègues maires de l'agglo, mais on est en train de mettre la ville de Nouméa à feu et à sang. Voilà la situation aujourd'hui. Elle est extrêmement inquiétante. Vous avez parlé de renforts tout à l'heure. Eh bien oui, on les attend avec beaucoup d'impatience. Ils doivent arriver cette nuit et donc ça va être d'un grand secours. Aujourd'hui, on assiste à quoi? Ça veut dire qu'on a des pans entiers de la ville où on ne peut plus passer. Nos pompiers ne peuvent plus aller éteindre les feux par manque de sécurité, parce qu'ils sont caillassés, ils se font tirer dessus. Et donc, voilà, les renforts doivent arriver. Et, Madame la maire, vous parlez de la difficulté de se mouvoir, évidemment, puis on est choqué par la violence des événements, puis le bilan dramatique, notamment lié à la circulation, Pascal Perry nous le rappelait tout à l'heure, très importante, du nombre d'armes à feu à Nouméa, donc en Nouvelle-Calédonie. C'est-à-dire que les émeutiers qui se trouvent dans les rues de votre ville, ils sont armés, ils n'hésitent pas à faire usage de leurs armes à feu? Alors, il y a eu, effectivement, parce que vous savez qu'on a eu un gendarme qui s'est fait tirer dessus et qui est décédé hier, un jeune gendarme. Il y a aujourd'hui, et vous l'avez rappelé, 4 morts. Il faut savoir, d'après les chiffres du Haut-Saraya, qu'il y a aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie, il y a 270 000 personnes, il y a un peu plus de 100 000 armes. Et sur les 100 000 armes, on peut dire que dans chaque camp, il y en a la moitié. Donc ça veut bien dire que c'est une situation qui est extrêmement difficile. Aujourd'hui, on assiste
parce qu'on n'a pas suffisamment de forces de l'ordre, mais elles arrivent. Ça veut dire qu'on a aujourd'hui dans les quartiers des milices qui se sont créées, des gens qui protègent leurs quartiers, qui protègent leurs habitations, qui protègent Madame Lagarde, soyons très précis. Les biens qui sont visés, s'agit-il de biens spécifiques ou d'entreprises spécifiques ? Oui, alors non, je ne dirais pas spécifique, parce que qu'est-ce que c'est qui brûle aujourd'hui? Ce sont tous les concessionnaires automobiles, ce sont toutes les entreprises qui sont sur Ducos, qui est le poumon économique de la Nouvelle-Calédonie et de Nouméa. Mais on s'attaque aussi les concessionnaires automobiles, on s'attaque aussi aux biens privés, parce que quand vous arrivez et que vous faites sortir des personnes âgées de leur maison pour pouvoir les brûler ensuite, alors ce ne sont pas des biens qui sont spécifiques, mais ce sont des biens qui appartiennent à une majorité d'Européens qui vivent dans Nouméa, qui vivent dans l'agglo. Alors, Madame Lagarde, restez avec nous s'il vous plaît. Je voudrais m'arrêter sur deux éléments. Le premier, vous avez vu cet hélicoptère qui arrive sur un toit. En fait, c'est un ravitaillement de munitions qui est en cours pour les gendarmes. Signe que même pour les gendarmes, il est compliqué d'accéder au lieu où se trouve leur personnel. Ils sont obligés d'être ravitaillés par hélicoptère. Deuxième élément, et peut-être que cela va vous apporter des informations, Madame la maire, on va retrouver Mathieu Desmoulins qui se trouve avec Cossé-la-Bouèche à l'Élysée. Donc vous savez que l'Élysée, tout à côté, il y a Beauvau. Bonjour Jean-Baptiste. Voilà, vous êtes à Beauvau. Je reconnais le portail derrière vous, donc c'est le ministère de l'Intérieur. Il y a une réunion de suivi là qui débute maintenant autour de Gabriel Attal. Absolument, avec le Premier ministre, le ministre de l'Intérieur et tous les responsables des forces de l'ordre et du suivi de la situation dans l'archipel et en Nouvelle-Calédonie, avec un objectif particulier ce matin, Jean-Baptiste, c'est de faire un premier point sur l'état d'urgence 12 heures après son entrée en application en Nouvelle-Calédonie. Est-ce que d'abord le dispositif policier est suffisamment adapté alors que la nuit s'apprête à tomber à nouveau sur Nouméa? Faire un point aussi sur les assignations à résidence. Une dizaine ont déjà été prononcées par le ministre de l'Intérieur. Une vingtaine devraient suivre dans les prochaines heures. Gabriel Attal et Gérald Darmanin qui vont avoir une autre réunion ensuite en fin de matinée autour d'Emmanuel Macron à huis clos à l'Élysée. Un nouveau conseil de défense, le deuxième en 24 heures. Et ensuite Emmanuel Macron, dans la foulée, a proposé une réunion en visioconférence aux élus calédoniens pour tenter d'apaiser la situation sur place et évoquer ce texte qui crispe autour de l'élargissement du corps électoral dans l'archipel. Merci beaucoup Mathieu. Mathieu Desmoulins, Cossé-la-Bouèche en direct de Beauvau ce matin. Madame Lagarde, est-ce que la réunion en visio proposée par le président de la République, c'est de nature à vous calmer ou à arranger les choses ou à trouver une solution ? Alors, je pense que oui, et en particulier l'état d'urgence qui a été mis en place. Pourquoi l'état d'urgence? Parce que ça laisse beaucoup de latitude au haut-commissaire de pouvoir engager l'armée sur les sites, ce que nous n'avions pas fait jusqu'à présent. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Il faut savoir que les indépendantistes ont demandé à être reçus par le président de la République. Il les a invités. Donc ce soir, il fait une visioconférence et on va être avec les élus politiques à écouter. Je pense que c'est du nature, et en particulier celle qu'il a faite récemment, c'est-à-dire de faire venir à Paris un certain nombre de politiques afin de discuter. Je pense que c'est la solution. Mais la solution, pour moi, aujourd'hui, je le dis, je crois qu'il faut véritablement faire une pause. L'Assemblée nationale vient de voter le dégel du corps électoral. C'est ça qui crispe aujourd'hui tout le monde, et en particulier la CCAT, qui est la cellule de coordination mise en place par les indépendantistes. Mais là, je voudrais dire quand même qu'aujourd'hui, ils ne contrôlent plus rien. Ça veut dire que le FNLKS a accouché d'un monstre et aujourd'hui, il n'y a plus rien qui est géré. Donc ça, c'est quand même grave. Et enfin, d'autre part, je pense qu'il faut aujourd'hui, la solution, c'est celle que je préconise, c'est de faire une pause, de ne pas déclencher tout de suite. Et d'ailleurs, le président l'a dit, mais il faut donner un peu de temps parce qu'il faut essayer de retrouver les voies du dialogue. En Calédonie, on a toujours une certaine propension à attendre que tout aille mal avant de se mettre autour d'une table et discuter. Et bien là, est-ce qu'on peut se lancer les uns et les autres un défi? Et je demande, moi, qu'on fasse une pause, c'est-à-dire qu'on ne déclenche pas le congrès à Versailles tout de suite et qu'on laisse un petit peu de temps. Merci de façon beaucoup. À remettre autour de la table à la fois les indépendantistes et les loyalistes, de façon à ce qu'on puisse tous ensemble essayer de reconstruire. Aujourd'hui, on était dans une situation, ça c'est important. Ah, je peux plus, non.
Non, vous pouvez plus, non, mais parce que le temps file et qu'on a encore beaucoup de choses à dire, mais merci d'avoir été quand même longuement avec nous ce matin en direct, Madame Lagarde. Il y a une information qui nous parvient là à l'instant, François, c'est que le ministre de l'Intérieur, Monsieur Darmanin, met en cause l'Azerbaïdjan. Dans ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie, les accuse d'ingérence. Parce qu'il y a des liens entre le FLNKS et les services de l'Azerbaïdjan et aussi les services turcs. La dernière fois que le FLNKS s'est rendu à une conférence sur la décolonisation, ça se passait en Turquie et on sait à quel point il y a de la part de la Turquie et de l'Azerbaïdjan une volonté, en quelque sorte, et pardonnez-moi si c'est un raccourci, de prendre une sorte de revanche sur l'attitude de la France dans son soutien à l'Arménie. Et donc, on le voit bien, ce sont des jeux d'influence, des jeux d'ingérence, et si on y ajoute effectivement le rôle que joue la Chine depuis des années, sur le territoire calédonien, à travers précisément des instituts, des conférences, des relations ou des organisations de conférences entre les indépendantistes calédoniens et la Chine, qui soutient leur droit à l'indépendance aux Nations Unies. Vous voyez qu'il y a effectivement là de quoi, politiquement, si vous voulez, voir que ce conflit n'est pas uniquement et à 100% un conflit spécifiquement local. Pascal, j'ai une question. Nous étions en direct avec la maire de Nouméa. Les événements qui sont appelés comme ça d'ailleurs par une partie des habitants, les événements, ils font allusion à ce qui s'est passé dans les années 80. C'était au nord. C'était plutôt dans la partie dite de brousse de l'île. Là, il s'agit de Nouméa. On est au sud, on est dans l'agglomération principale. C'est vrai que 84, 88, ça se déroule en dehors de Nouméa. Vous avez parfaitement raison. Il y a une dissymétrie géographique. Là, pourquoi ? Parce qu'il y a une crise économique, parce que Nouméa... Alors, il y a une crise économique qui affecte une partie de la jeunesse. Vous avez des jeunes gens qui, aujourd'hui, sont des émeutiers. C'est l'évidence. Qu'a dit Madame le maire de Nouméa est extrêmement sage, je trouve. Prendre du temps, retrouver le dialogue. Parce qu'il y a effectivement, de l'insurrection, un phénomène qui est un peu comparable à ce qu'on a connu, c'est-à-dire du pillage. On l'a connu en France métropolitaine. Et puis, il y a cette jeunesse, effectivement, qui peine à trouver des débouchés dans un contexte de crise du nickel notamment. Et vous savez, dans cette période, on le sait bien, vous avez des focus, des concentrations. Nouméa, c'est l'économie de marché. C'est une économie beaucoup plus prospère. C'est aussi le territoire des Blancs. Il faut dire les choses clairement, avec des entrepreneurs. On l'a pas dit, on n'a pas prononcé ce mot-là. Ah ben justement. Les entreprises, Jean-Baptiste, c'est des entrepreneurs, c'est des gens qui ont mis leur argent sur la table, c'est des gens qui ont pris des risques, ils n'ont volé personne. Mais évidemment, aujourd'hui, ça concentre toute l'attention. Il y a quelqu'un qui va être sensible à ce que vous dites, c'est Mimsi Dali, qui est en direct avec nous, qui est habitante de Nouméa, président du MEDEF, Nouvelle-Calédonie. Oui. Bonjour, madame. Merci d'être avec nous ce matin en direct sur LCI. Comment est-ce que vous décririez la situation que vous vivez en ce moment en Nouvelle-Calédonie ? Elle est encore extrêmement instable. À l'heure où je vous parle, les entreprises sont encore assiégées, assaillies et détruites. Donc ça reste vraiment une situation très très compliquée pour ce qui nous concerne. Est-ce que les mesures qui sont annoncées, Madame Dali, c'est-à-dire l'état d'urgence, les réunions à Beauvau, à l'Élysée, l'envoi de renforts, 2700 membres des forces de l'ordre d'ici demain soir, est-ce que tout ça vous rassure un peu ou pas ? Oui, on attend évidemment les renforts. Bien évidemment, les forces en présence font tout ce qu'elles peuvent. Rien à dire. Le problème, c'est qu'elles sont très largement insuffisantes. Et aujourd'hui, les entreprises sont réellement livrées à elles-mêmes, donc au pillage, aux incendies, sans aucune capacité de se protéger. Donc évidemment, nous attendons, nous comptons les heures avant l'arrivée des renforts. Restez avec nous, Madame Dali. La situation est exceptionnelle, un peu à tous les sens du terme, Alexandra. Oui, et sur place, les policiers, finalement, sont, comme le dit cette responsable du MEDEF, effectivement débordés par les émeutes. Écoutez ce témoignage assez édifiant d'un policier qu'on a contacté, c'était hier soir. Chaque barrage en a droit à des jets de cocktails Molotov, de jets de pierre. La nuit dernière, il y a 2 armureries qui ont été pillées, avec plus de 200 armes qui ont été dérobées et 200 armes qui se retrouvent dans la nature. Donc forcément, il y a des inquiétudes à nourrir. Évidemment, tout ça est extrêmement inquiétant. Madame Dali, est-ce que vous avez connaissance de gens, d'habitants, d'entrepreneurs qui se défendraient eux-mêmes ?
Ah ben bien sûr, aujourd'hui, les civils se défendent eux-mêmes, que ce soit dans les quartiers, ils viennent parfois même en défense d'entreprises parce que, en réalité, voilà, c'est tout ce qui nous reste. Donc c'est une véritable situation de tension. Vous imaginez bien qu'on n'est pas du tout préparé à ce genre de situation. On sent une grande impuissance, mais la population est extrêmement mobilisée, mais évidemment, c'est assez dérisoire face à des gens qui veulent absolument piller et détruire. Donc ça veut dire, pour dire les choses clairement, parce que la première personne qui a été tuée, Madame Dalli, c'était dans un échange de coups de feu entre civils. Ça veut dire qu'il est possible que ça se reproduise, selon vous. Il y a des gens qui défendent leurs entreprises, leurs domiciles avec des armes à feu. Bah écoutez, c'est arrivé en tout cas sur un des barrages. Je ne pense pas que ce soit la généralité. La plupart des gens qui sont présents sont des gens pacifiques qui cherchent juste à empêcher les gens de rentrer dans les quartiers. Mais malheureusement, et on l'a vu, et c'est extrêmement triste, oui, il y a certaines circonstances qui font que, avec la fatigue et la tension, eh bien, des gestes irréparables sont commis. Merci beaucoup, merci d'avoir pris quelques instants pour être avec nous ce matin en direct. On vous souhaite évidemment beaucoup de courage. Sois-y qu'un dernier mot. Ce qui m'a frappé dans les chiffres que donnait Alexandra tout à l'heure, on est entre 8 000 et 9 000 émeutiers sur l'ensemble des endroits recensés. C'est considérable pour une population de 250 000 habitants. Il faut bien comprendre ce qui est en train de se passer. 250 000 habitants, c'est quoi? C'est plus moins qu'un arrondissement de Paris. Donc il faut comprendre le nombre de personnes. Et on voit là, vous imaginez, il y a des gens qui sont retranchés chez eux. Donc il va falloir des réponses politiques assez fortes, assez importantes, avec toujours cette difficulté pour le pouvoir politique qu'il court après ce qui se passe, il court après les émeutes parce qu'il y a ce décalage horaire et surtout ce décalage géographique. Sinon, Gérald Darmanin serait déjà sur place. Il faut qu'il y aille. Il faut pas en général, un ministre de l'Intérieur ne se déplace pas au cœur d'une situation si tendue. Il attend que les choses s'apaisent. En tout cas, c'est ce qui se passe d'ordinaire. Donc, il ne va pas y aller tout de suite. Les deux mots qui font peur en ce moment en Nouvelle-Calédonie, c'est ultimatum. Ce que vous dit le maire. Il vous dit, attendez, elle est plutôt à droite, mais elle dit il faut surseoir à statuer. C'est-à-dire qu'il faut repousser la réunion du Congrès pour valider l'élargissement du corps électoral. Donc c'est très prudent, c'est courageux en même temps. Ultimatum et Darmanin, c'est les deux mots qui font peur. On suit évidemment l'évolution de la situation de Nouvelle-Calédonie tout au long de la journée sur LCI. Merci beaucoup Alexandra, merci pour votre présence ce matin.